Bien, bonjour à tous. Donc, pour votre information, cette conférence va être enregistrée. Et donc, comme déjà l'année dernière, Pierre-Yves l'avait fait, donc cette projection figurera sur notre site et même peut-être sur YouTube si Pierre-Yves s'en occupe. Voilà, tout ça pour dire que bon, on va essayer de faire le moins de bruit possible, mais je pense qu'on a mis l'enregistreur assez près du micro, donc sans doute que le son devrait passer assez bien. Voilà, donc on va essayer en 1 heure de temps de reprendre toute l'année 2023. Donc on va partir du début de l'année et puis ça sera on va défiler jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est du chronologique et il n'y a pas vraiment de thèmes. J'ai essayé de prendre des champignons relativement variés. Il y aura quelques raretés, quelque chose moins rare, et puis sans doute des choses assez banales que vous connaissez tous. Donc on est tout en début de saison, c'est-à-dire janvier, février, sans doute dans ces mois-là, où on va avant tout retourner du bois, ou alors regarder sur du bois qui est à terre. Ici j'étais sur un peuplier tremble en forêt de Sénart, qui était à terre et en état de décomposition moyenne, hein, pas trop pour l'instant. J'ai vu ces petits porcs, hein, parce que là la photo est un peu grossie, mais c'était des tout petits porcs, je croyais même que c'était un polypore hein, qui était retourné. Et en fait, en regardant de plus près à la loupe, non, on voit que ce sont des petits champignons qui sont indépendants, qui sont supportés par un subiculum. Hein. Donc le subiculum, c'est ce qu'on peut voir en dessous, en fait, qui est la valeur sans doute nutritive pour ces petits champignons. Alors en rentrant, j'ai passé sous la binoculaire, et voilà ce qu'on découvre, donc un petit champignon globuleux avec une ouverture qui va sans doute permettre évidemment au spore de s'échapper, et puis la face externe qui est un peu veloutée, ouatée. Donc vu comme ça, on se dit c'est quoi? C'est un ascomycète, c'est un basidiomycète, on ne sait pas trop. Et en fait, ce champignon a été décrit par Persone dans les années 1800, donc il n'y avait pas de microscope, et il l'avait appelé Pezisa poriformis. Il pensait que c'était un ascomycète. Il est vrai que dans les ascomycètes, eh bien, il y a par exemple des Dasycyphus qui ressemblent tout à fait à ça, hein, poilus à l'extérieur, et puis à l'intérieur, eh ben, on ne voit pas grand-chose, ça a l'air lisse, hein, c'est brun, brunâtre à l'intérieur. Sauf que si on fait du microscope, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a des basides, et non des asques, donc c'est un basidiomycète. Et alors on s'était dit, eh bien, on va le classer dans les siphèles. Alors il s'est appelé Siphella poriformis. Et puis à l'intérieur des siphèles, il y a d'autres genres comme les Enixomyces. Alors il avait été appelé Enixomyces poriformis. Et puis c'est la biologie moléculaire qui nous a dit, eh bien, non, c'était pas, déjà c'est pas un ascomycète, mais ça on le savait déjà. Et puis en fait c'est un Rhesupinatus. Alors, Rhesupinatus, vous connaissez sans doute, vous avez vu dans le bulletin de la SMF assez récemment des articles là-dessus. Un très bon article en particulier sur un Rhesupinatus americanus, il n'y a pas très longtemps. Et donc, généralement, ce sont des petits champignons avec des lamelles. Alors que là, à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a une surface plane, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de lamelles. Et donc, c'est la biologie moléculaire qui nous a dit, ça se rapproche vraiment des Rhesupinatus, et ça sort au niveau des Rhesupinatus. Donc, il faut l'appeler maintenant Rhesupinatus poriformis. Bon, toujours un petit peu au printemps, là c'était sur un frêne très dégradé, et donc on voit ces petites lèvres, impression de petite bouche noire, c'est un petit pyrénomycète en fait. Et donc il fait partie des hystériales, alors c'est une famille assez importante, hein, qui n'est pas tout à fait bien connue pour l'instant, mais on a un très bon mycologue français qui s'attaque à cette famille-là, Alain Gardienet, vous le connaissez sans doute. Et donc Alain, qui est un prof de mathématiques du côté de Dijon, se lance dans cette famille-là. Il a obtenu du temps et de l'argent pour réétudier ça. Il a des centaines de récoltes. Et donc je pense qu'il va faire un travail incroyable là-dedans et nous décrire plein d'espèces nouvelles. Donc il commence là et il s'est donné 2 ans pour avancer son travail.
Alors là, vous avez l'asque qui est dans le iki, c'est-à-dire dans l'iode. Et donc, dans cet asque, eh bien, on a des spores, hein, des spores qui sont vraiment particulières. Hein, on appelle des spores muriformes, ça veut dire en forme de mur, c'est-à-dire, vous voyez des petites alvéoles. Donc ici, vous voyez, il y a 6 spores. Et il y a des cloisons dans les deux sens, hein, dans le sens vertical, dans le sens horizontal. Alors, un nombre de cloisons différents suivant les spores. Alors, ce sont des spores qui ne sont pas faciles à photographier sous le microscope, parce que ce sont des spores qui font à peu près 40 de long, 40 microns, sur 10 microns de large, 10-15 de large. Et donc, ça veut dire que c'est des spores qui sont très épaisses, qui sont très grosses. Et donc, pour avoir une profondeur de champ au microscope, c'est pas évident. Mais ce sont des spores donc, assez remarquables, qui sont agréables à voir sous le microscope, parce qu'on voit quand même un relief qui est intéressant. Et donc, ce champignon s'appelle Hystérographium fraxini, et fraxini évidemment. Donc, quand vous voyez des frênes en ce moment qui sont relativement pourrissants au sol, en regardant bien, vous allez trouver ce Hystérographium. Le problème, c'est que le champignon mesure à peu près 1 mm de long quand même. Donc il faut quand même s'approcher un peu. Voilà un champignon à lamelles, c'est un des premiers qu'on va trouver. Bon, vous reconnaissez sans doute un coprin. Quand on regarde le petit qui est couché à gauche, on voit qu'à la base, on a du mycélium, couleur orangée, couleur rouille. Et donc, ce mycélium s'appelle un ozonium. Donc là, on est dans le groupe des domestici, des coprins domestici. Donc, ce sont des coprins qui ont un voile assez adhérent. Même quand il pleut un peu, on voit le voile qui se maintient, en fait. C'est parce qu'il y a des cellules sur le voile qui sont pas rondes, mais qui sont allongées et puis diverticulées, c'est-à-dire avec des petits bras. Ce qui fait que ce voile, il est très cohérent, il reste accroché très longtemps sur le chapeau. Alors ici, bah, c'est le chef de file de la section, c'est Coprinellus domesticus, qui vient vraiment au printemps, mais on peut le trouver toute l'année. Hein, il est assez gros, hein, un champignon, il peut faire 10 cm de haut largement, un chapeau quand même assez large, de 3, 4, 5 cm une fois qu'il est ouvert. Et donc on le reconnaît au microscope par des spores qui sont petites, hein, des spores qui sont autour de 7, alors que la plupart des domestici ont des spores qui sont plus grandes que ça, qui sont au-delà de 8 microns. Alors ici c'est une photo qu'on m'a envoyée, quelqu'un qui avait appelé ici à la SMF, quelqu'un qui possède un moulin, donc évidemment au-dessus d'un petit ruisseau, au bas d'une vallée, dans un endroit très encaissé, où il fait bien humide. Et donc par une amie, il m'avait contacté en me disant « j'ai bien peur d'avoir de la mérule à la maison ». Et donc quand j'ai vu la photo, je me suis dit « aïe aïe aïe, il y a bien des chances que ça soit ça ». Bon, c'était une pièce qui avait été pourtant rénovée, vous voyez, le crépi est relativement récent, les poutres, aussi bien en haut que sur le côté, avaient été lasurées et tout. Mais néanmoins, bon, il m'avait dit qu'il avait fait des travaux sur le toit. Je pense que le couvreur ne devait pas être un grand professionnel. Et donc, visiblement, il avait de l'eau qui rentrait. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, envoyez-moi un fragment du champignon et je vais le passer au microscope. Ça vous coûtera moins cher que de faire venir des soi-disant spécialistes. Et donc, voilà, j'ai vu cette spore assez facile à reconnaître de Serpula lacrimans, une spore avec une paroi épaisse qui fait environ 11 microns sur 7 microns. Donc, c'était bien la mérule, effectivement. Donc, bon, je vais donner quelques conseils quand même pour arriver à s'en sortir, mais il fallait se dépêcher, d'autant plus que l'endroit où il habite, c'est pas propice pour avoir des endroits bien aérés, bien ventilés. Et, évidemment, le moulin est sensationnel, mais apparemment, il n'y a pas très longtemps qu'il habite dedans, mais ouais. Je le fais peut-être pour avoir une coloration plus visuelle. J'ai dû nettoyer un peu la photo, sans doute. Ah, voilà, un tout petit coprin, le chapeau le plus gros, là, fait 0,6 cm, c'est-à-dire 6 mm de diamètre.
Et évidemment, j'ai eu la chance de le trouver dans mon jardin. Sans ça, j'aurais sans doute pas pu l'étudier, hein, parce que quand vous ramassez un petit coprin, alors c'est le gros hein, qui fait 6 mm de diamètre. Je vous dis pas que le petit qui est à gauche, là, il doit être autour de 2-3 mm, vous voyez, à peu près par rapport à l'herbe, on voit que c'est pas un gros. Alors ce coprin, quand on le regarde, on s'aperçoit déjà que sur le chapeau, on voit des petites choses qui brillent un peu, hein. Et ben, c'est certainement ce qu'on appelle des sétules, hein. Ce sont des petits cystites qui sont à la fois sur le chapeau ou sur le pied. Donc, Patrice, voilà, effectivement, c'est bien. Donc sur le pied, voilà, très grossi à la binocle, eh bien on voit ces petites sétules, c'est-à-dire ces petits éléments, ces petites épines, qui sont visibles même à la loupe, hein, donc je les avais vues à la loupe. Donc je pensais bien que ce champignon appartenait à la section des cétulosies. Alors c'est une section très grande, c'est là où il y a le plus de coprins dans ces cétulosies. Donc voilà, ça c'est une préparation sur la cuticule. Donc on voit que la cuticule a des sphérocystes, hein, ça veut dire que la cuticule est celluleuse. Et les fameuses sétules, eh bien c'est cet élément qu'on voit qui est allongé là, avec à peu près une longueur de 80 à 100 microns de long. Alors, c'est important de noter la forme de ces sétules. Il y en a certaines qui sont cylindriques, suivant les espèces, d'autres qui sont appointies, et d'autres même qui sont un petit peu capitulées, c'est-à-dire qui sont élargies au sommet. Donc là, vous voyez les spores, hein, plus ou moins mûrs, évidemment, puisque ce sont des spores qui sont déposés soit par le vent ou par c'était le coprin qui était à côté. Donc cette spore, il y en a une qui est à peu près mûre à droite, en bas. C'est une spore qui fait 13-14 de long sur 6-7 de large. Et ce qui est un caractère important, c'est le pore germinatif. Donc le pore germinatif qu'on voit en bas, là, en bas de la spore, donc ce pore germinatif est excentré. C'est-à-dire que dans certains coprins, il est complètement en bas, c'est-à-dire dans le bas de la spore. Là, il est excentré. Et surtout, il est très large, hein, on voit qu'il fait 2 microns, 2 microns et demi, hein, par rapport à la spore. Je vous ai dit qu'elle faisait 6-7 de large. Donc là, il y a un pore qui est très gros par rapport à la taille de la spore. Donc ce champignon, effectivement, s'appelle, comme on l'a vu, Coprinellus pallidus. Donc c'est une espèce récente, bon, sans doute peut-être la première récolte française, parce que Nagui l'a décrit en 2012. Donc Nagui, c'est maintenant un peu un spécialiste avec toute sa bande de mycologues qui travaillent sur les coprins. Donc je suppose que ce coprin, il l'avait récupéré, il était dans un état moyen, ils ont fait la biologie moléculaire, ce sont des professionnels évidemment, donc ils passent tout en biomol. Le problème, c'est qu'après, quand il faut décrire les champignons, souvent, ils ne savent pas, parce que dans les coprins, quand ils sont trop vieux, eh bien les cystides, on ne les voit pas. Alors ils décrivent ce champignon en disant, on pense qu'il y avait des chélocystides, et qui devaient sans doute être globuleuses. Voilà la description des champignons qu'on a de nos jours. Alors moi qui ai eu la chance effectivement de les récolter comme ça, j'ai pu voir les chélocystides qui sont effectivement piriformes, mais j'ai pu moi les mesurer alors qu'eux ne les avaient pas vus. Par contre ils disent on n'a pas vu de pleurocystides et je n'ai pas vu non plus de pleurocystides. Donc je pense qu'il n'y a pas de pleurocystides. Les pleurocystides sont des cystides qui sont pas sur le bord des lames mais sur la face des lames. Donc voilà, donc moi j'ai pu en faire une description complète, même sans doute plus complète que ce qu'avaient fait les descripteurs. Mais je vous dis, vu la taille du champignon, je pense qu'on n'aura jamais beaucoup de récoltes de cette espèce-là. Voilà, c'est un champignon qui est plus gros, comme on peut le voir. Ça tient dans la main, il tient dans la main. Vous voyez donc des pyramides tout autour. Donc là, on est à peu près au mois de juin, hein, puisque je vous dis qu'on avance dans l'année. Donc on est à peu près au mois de juin. Et donc, ce champignon, je l'ai mis sur la balance et il faisait 225 grammes. Alors j'ai trouvé dans un parc au pied d'un gros charme, d'un vieux charme. J'ai pas tellement de mérite parce que je l'avais trouvé 10 ans auparavant. J'avais déjà trouvé la même espèce qui faisait que 140 grammes. Mais là quand même je suis arrêté, donc bon, j'y passe de temps en temps à cet endroit. Et je me suis arrêté au pied de tout le monde. Enfin, il y a plusieurs personnes avec moi qui me demandaient « Tu viens ?» Je dis « Attendez, je regarde. » Tu regardes quoi? Venez voir. Et en grattant un peu la terre, eh bien, j'ai vu que ce champignon affleurait à peine. Il soulevait un petit peu, il y avait de la mousse, il soulevait la mousse. Et comme je connaissais la station, si j'ose dire, et même l'arbre exactement, eh bien, je l'ai déterré tout doucement. Et donc, j'ai obtenu
cette truffe, hein, parce que ça c'est une vraie truffe, hein, c'est la truffe d'été, évidemment, on est au mois de juin. Donc je l'ai amené ici, hein, certains d'entre vous l'ont vu, on a coupé des morceaux pour regarder que la glébla était blanche à l'intérieur. Bon, à cette époque-là, ça ne pouvait pas être autre chose, hein, c'était sans doute pas une mélanosporum, même si d'extérieur on peut penser à mélanosporum. Et ici, pour confirmation, on regarde les spores et les spores sont réticulés. C'est-à-dire qu'il y a un réseau sur les spores, alors que dans tout groupe de mélanosporum, ce sont des spores qui sont épineuses et très noires. Alors que ici, les spores ne sont pas très foncés. Donc voilà, elle s'appelle Tuber estivum, la truffe d'été. Alors souvent, elle se trouve dans les jardins. Hein, les gens, ici, on en a eu des apports plusieurs fois, des gens qui ont des noisetiers dans un jardin, par exemple, et puis qui retournent pour mettre des pommes de terre, et puis pouf, qui se trouve une truffe. De toute façon, Gilbert nous a trouvé une truffe il y a 2 ans, 3 ans, comme ça, en retournant un peu le jardin, il avait sorti une truffe qui était moins commune que ça, qui était intéressante. Ici encore un coprin, donc on est au mois de juin, ouais, juin-juillet, un coprin qui vient sur terrain calcaire, je dirais même très calcaire, dans l'herbe. Peut-être que certains se rappellent, on avait fait un inventaire dans l'Essonne au mois de juin, il y a quelques années, on avait déjà trouvé cette espèce-là, mais ils étaient tout petits. Alors il ressemble un peu, quand il pousse tout petit comme ça, blanchâtre, on pourrait, ça ressemble à un coprin chevelu, quoi. Mais après, quand il grossit, on voit des plaques qui font penser plutôt au coprin pie. Et de fait, ce coprin-là a été décrit, et le nom français, c'est la petite pie, le coprin petite pie, parce qu'il ressemble un peu, il a des plaques comme le coprin pie, c'est parce que le voile est composé d'éléments qui restent accrochés entre eux, hein. Et donc, c'est un champignon quand même assez gros, hein, qui fait presque comme un coprin chevelu, et pourtant, il a été décrit, on peut dire assez récemment, je pense que c'est en 1988, par les Allemands, et je l'ai trouvé en Essonne au début des années 90, et il était dans aucune clé. Donc j'avais trouvé ce champignon, qui faisait 10 cm de haut, et qui existait dans les clés de Hulger, par exemple, il n'existait pas. Donc il a fallu que je fasse des recherches pour trouver ce champignon, donc, parce qu'un gros champignon comme ça, décrit en 1988, on trouve ça quand même assez bizarre. Donc il s'appelle Stangliana, bon, il a été décrit par les Allemands, hein. Donc il y a un mycologue que Patrice connaît bien, parce que Stengel, il a fait un livre sur les inocides, et donc c'est un mycologue allemand, donc on lui a dédié ce joli coprin. Sans doute c'est lui qui l'avait trouvé. Voici donc un bolétal. Alors on voit que c'est pas un gros bolet, hein. On va mettre ça assez rapidement dans les Xerocomus, hein. On peut penser à Rubellus, hein, qui est quand même plus rouge que ça. Alors on voit qu'il est un petit peu bosselé. Puis quand on regarde à gauche, le petit exemplaire de gauche, on s'aperçoit que dessus, il y a un voile, en fait, il y a un feutrage, un velouté qui est un petit peu olivâtre. Ça, c'est intéressant à voir quand on a des jeunes exemplaires, parce que il n'y a que lui qui l'a. Donc ce caractère d'avoir ce voile au départ. Alors quand on le coupe, les Xerocomus, vous savez, pour les déterminer, il faut les couper, il faut faire une coupe. Donc on s'aperçoit bien que la base, même chez les jeunes, hein, la base est déjà rouge betterave, comme on dirait par exemple pour le bolet Keleti, hein. Donc la base est très rouge, ça se voit déjà à l'extérieur, hein, quand on cueille bien le champignon. Vous voyez, l'exemplaire de droite, là, de l'extérieur, on voit que la base est bien rouge, hein, c'est rouge dit rouge betterave, et il est quasiment pas bleuissant, vous voyez, il n'a pas bleui. Alors la cuticule est un petit peu remarquable, vous voyez qu'elle se craquelle, et donc ça pourrait faire penser, alors là on est en station calcaire, hein, très calcaire, mais il peut faire penser à un champignon qui de dessus, comme ça, lui ressemble, et qui pousse dans les mares asséchées, qui s'appelle Xerocomus ripariellus. Mais là, on n'est pas du tout dans le biotope, hein. Ripariellus, c'est dans les mares asséchées, dans des endroits qui ont été exondés, c'est-à-dire dans des endroits qui ont eu de l'eau, qui ont eu de l'eau dans l'hiver et qui l'eau est partie. Ici, on est en terrain calcaire, donc en terrain sec, calcaire, et c'est pas du tout ce Ripariellus. Et il s'appelle maintenant Xerocomelus redeuilli. Alors, j'ai mis ce nom parce que c'est le nom qui est maintenant le nom admis, le nom valable du moins. Et je vais vous raconter une petite anecdote.
Guy Redeuil, qui était donc un paléontologue français avec lequel j'ai eu la chance de travailler pendant une vingtaine d'années, qui était président de la SMF il y a 25-30 ans. Un jour, je trouve un Boletorosus en Essonne et j'appelle Guy, je lui dis « Guy, j'ai trouvé Boletus torosus en Essonne ». Il me dit bah, « René, tu rigoles, arrête, on ne l'a jamais vu en Île-de-France, c'est pas possible ». Et il vient à la maison et il me dit « Je voudrais bien voir la station où il poussait ton Torosus, parce qu'on ne l'avait jamais trouvé en Île-de-France ». Donc on va sur la station de Torosus et Guy me dit « Torosus, c'est intéressant, mais il dit « Moi, tous les Xerocomus qui poussent le long, ils m'intéressent. » Parce que je pense que Simonini, donc, qui était son homologue en Italie, bolétologue, il me dit, je pense qu'il est en train de décrire. Et il rapproche d'une espèce américaine. Et Guy Redeuil avait raison. On a trouvé ce champignon-là, donc, sur les coteaux calcaires, donc, en Essonne, et il n'était pas encore redécrit en Europe, parce que Simonini l'avait appelé du nom américain de Xerocomus Dryophilus. Sauf que Dryophilus, c'est une espèce américaine, c'est une espèce de tiers. Et ce Dryophilus, quand on a fait la biologie moléculaire, est différent de l'espèce européenne. Donc il a fallu renommer l'espèce européenne, et elle a été renommée donc Redeuil, puisque Redeuil et Simonini avaient travaillé longtemps ensemble. Donc voilà, c'est un petit coup d'œil à notre ancien président de la SMF. Alors encore un bolet, là on est au mois d'août, août, septembre, donc cette année on a eu la chance, parce qu'il y a eu quelques ondées l'été, on a eu de la flotte au bon moment, et toujours en Essonne, donc sur les coteaux calcaires, ce champignon assez joli qui pousse tout jaune au départ. Vous voyez à droite, le jaune, là, il est tout jaune. Alors évidemment, je l'ai touché un peu, donc il bleuit instantanément. Il a un réseau sur le pied. Dès qu'il pousse, les pores sont rouges, très très vifs. Et puis en vieillissant, évidemment, ce rouge s'estompe un peu, soit avec le soleil, soit avec la pluie, et donc deviennent un petit peu orangés. Et puis à la base du pied, on voit que dans le tiers inférieur, il y a une zone rougeâtre, qui est intéressante. On la voit aussi sur le petit exemplaire de droite, là, on voit que la base est rougeâtre. Alors si on avance un peu, on va voir que, voilà, il est très salissant, je vous l'ai dit, donc vous reconnaissez le petit à droite, là, c'est toujours le même. Vous voyez, je l'ai touché, donc ça devient bleu très très fort. Et donc, on revoit encore, bon, l'exemplaire de gauche, là, on voit bien le réseau sur le pied, qui est un réseau qui ressemble un peu à Rhodopurpureus. Et on trouve toujours dans le tiers inférieur cette marque rouge vive, aussi bien sur le petit que sur le grand. Alors ça, c'est un caractère important, on va le voir. Et donc, l'évolution chromatique est relativement complexe sur ce bolet. Donc il va bleuir intensément et après il va devenir rouge sur le dessus comme on peut voir. Et voilà ce que ça donne au bout d'un moment. On ne reconnaît plus du tout de champignon. Sinon que sur le pourtour, vous voyez l'exemplaire du milieu là, il y a toujours cette zone jaune qui est maintenue pendant très très longtemps, qui se maintient. Et donc sur l'exemplaire de gauche qui est couché, on revoit toujours cette marque qui est très importante et qui permet de déterminer l'espèce, en fait. Et ce bolet s'appelle Imperator Luteo cupreus. Alors Luteo, ça veut dire jaune, cupreus, ça veut dire cuivré, et vous voyez pourquoi cuivré à droite, on y est bien. Donc ce champignon évolue entre du jaune au départ et du rouge à la fin, et là, au stade intermédiaire, il est un joli orange cuivré, champignon magnifique, qui a été longtemps confondu avec une forme de Rhodopurpureus, voire même, certains avaient fait une forme de Torosus. Alors pour ceux qui habitent la région parisienne, eh bien ce champignon existe à Coës-la-Forêt depuis une trentaine d'années, bien qu'il ait été décrit par Berthéa dans le sud de la France, pensant qu'il était le seul à l'avoir trouvé. Mais quand je lui ai montré mes photos de Coës-la-Forêt, il était un peu étonné de voir que son champignon était connu de Romagnésie, sans doute depuis 80 ans, quoi. Et il pensait que c'était un truc méditerranéen, je ne dis pas du tout, et moi en Essonne, j'ai 4 ou 5 stations maintenant. Alors là, j'ai pris une photo d'une moisissure. C'est une moisissure qui est toute blanche au départ et qui rosit, et qui envahit plusieurs genres de champignons. Alors je ne sais pas si ici vous pensez savoir ce qu'il envahit comme champignon. Pas facile à savoir, hein.
Alors, il vient souvent sur les amanites. Il peut venir aussi sur les lactaires. Il peut venir sur les agariques. En particulier, il attaque le champignon de Paris. Donc, vous pensez que pour les gens qui le cultivent, ils sont pas, dès qu'ils voient ça, je pense qu'ils s'affolent un peu parce que c'est un champignon qui envahit très rapidement. Et ce champignon, donc, c'est un ascomycète, en fait, qui fait partie des hypocréales et qui s'appelle Mycogone rosea. Alors, on le voit souvent quand il fait chaud et humide. Bon, c'était le cas cette année, hein, comme je vous dis, c'était à l'époque où on trouvait tous ces bollets, là. Il avait plu et donc, voilà, ce champignon était vraiment envahissant. Alors, quel champignon envahissait-il? Eh bien, je l'ai retrouvé, ce champignon, 10 mètres ou 20 mètres plus loin, et c'était ça. Je pense que vous la préférez comme ça. Et donc, voilà, il y avait des oronges donc, qui étaient attaquées par Mycogone rosea. Et donc, bon, voilà. C'était donc une nouvelle station en Essonne pour Amanita caesarea, qui était vraiment une station intéressante pour moi, parce que j'ai retrouvé des Boletus torosus, une autre station de Boletus torosus, un petit bois magnifique en Essonne. Donc ici, on voit un champignon à lame libre, avec une sporée rosée, visiblement. Et quand on regarde la base du pied, on voit une volve. Donc le genre est facile à donner, donc c'est une Volvariella. La volve est colorée, on voit une volve un petit peu grise, donc ça c'est un élément important, parce qu'il y a beaucoup de Volvariella qui ont une volve blanche. Ici la volve est grise. Ce champignon est relativement costaud, hein. Le chapeau fait 6, 7, 8 cm, voire plus. Il pousse souvent sur du bois pourri, ou contre un bois qui est couché au sol, qui est vraiment en train de pourrir. Je l'ai trouvé plusieurs fois le long d'un arbre couché au sol, quasiment dans la sciure, quoi. Donc il a une couleur grisâtre, gris bleuté ou gris verdâtre, comme ici, hein, il est décrit comme ça. Et donc ce champignon s'appelle Volvariella caesiotincta. Alors, bon, il est facile à reconnaître, c'est une grosse espèce. Il y a une espèce un peu plus petite qui lui ressemble, avec une volve grise, qui s'appelle Taylori. Sauf que Taylori, elle a un disque qui est un peu noirâtre. Elle n'a pas ces couleurs bleutées ou verdâtres de Caesiotincta. Et puis c'est une petite espèce. Le chapeau ne dépasse pas 3 cm chez Taylori. Et les cystites sont, au microscope, les cystites sont différentes. Alors une russule, ouais, vous n'allez pas y échapper. Hein. Il fallait bien que je vous donne quelques russules quand même. Donc une russule qui était assez inconnue, que Romagnesi n'avait pas repérée. Il faut dire qu'elle n'est pas facile à repérer. C'est une espèce qui a été décrite par Sanari dans les années 90. Donc à sporée jaune clair, comme on peut le voir, là on n'est pas au maximum, hein, on est dans les jaunes, au code de Romagnesi c'est 4A, c'est-à-dire au début des jaunes. Elle est douce. Moi, personnellement, je la trouve parfumée, je trouve une odeur fruitée, assez agréable, assez importante. Bon, le chapeau n'est pas très gros, hein, ça fait 4-5 cm. Et alors, sur le terrain, c'est pas facile. Elle a le pied qui jaunit légèrement, et sur les deux exemplaires, on voit vaguement un petit jaunissement du pied. Alors, il y a des choses qui ressemblent... Donc, elle n'est pas facile, c'est pour ça que je pense qu'elle n'avait pas été décrite par les mycologues avant Sanari. Au microscope, la cuticule est très complexe, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans cette cuticule ce qu'on trouve dans toutes les russules. Alors, vous savez, sur la cuticule des russules, on va trouver ce qu'on appelle des dermatocystides, hein, c'est-à-dire des gros cystides, et souvent on fait la différence avec des cystides qui sont cloisonnés et des cystides qui sont il n'y a pas de cloison, quoi. Et là, on va trouver les deux. Après, sur la cuticule, généralement, on parle de poils. Alors, il y a des poils qui sont effilés et d'autres qui sont clavés, qui sont arrondis. Là, on va trouver les deux. Ce qui veut dire que la cuticule est vraiment complexe, hein, c'est pas facile vraiment à lire quelque chose. Alors, elle s'appelle Russula convivialis. Quand on la trouve sur le terrain, il y a quelque chose qui est important à voir, c'est-à-dire que pour moi, elle est inféodée aux chênes.
et elle pousse dans des endroits exondés, c'est-à-dire dans des endroits qui, en ce moment, par exemple, sont mouillés, c'est-à-dire il y a de la flotte. Et quand elle va arriver au mois de juillet, elle va venir sur ces endroits-là. À chaque fois qu'on l'a trouvée, on l'a trouvée dans des endroits exondés, des endroits qui prenaient la flotte l'hiver et qui étaient asséchés en été. Alors bon, Sanary l'a décrite sur deux récoltes, et Jean-Michel Trendel, que vous connaissez, puisqu'il habite à Agno, donc ceux qui étaient au congrès ont vu Jean-Michel Trendel, qui est vraiment un grand spécialiste français du Russul. On est d'accord pour dire que la dissection de Sanary, au point de vue microscopique, est vraiment pas bonne. Et Jean-Michel Trendel, qui a repris le type de Sanary, dit « Je comprends pas qu'il l'a décrite aussi mal, parce que je vois pas la même chose que lui, quoi. » Il montre des spores, des fois, qui sont à peine réticulées. Alors là, elles sont franchement réticulées. Et puis, sur ces cuticules, c'est pas tout à fait ça non plus. Bon, enfin, et on pense qu'il a, en plus, sur ces deux récoltes, il y en a une qui est la vraie et une qui est la fausse. C'est-à-dire, il a confondu deux espèces. Voilà, donc c'est pas facile, mais néanmoins, depuis quelques années, on la reconnaît. Guillaume, il n'est pas là, notre Guillaume. S'il est là, Guillaume, il l'a trouvé. Et Guillaume, c'est la déterminée, donc c'est pas si difficile que ça. Guillaume, ça fait que 2-3 ans qu'il fait les Russul, donc il arrive quand même à déterminer Convivialis. Donc ça veut dire que quand on s'y applique, on y arrive, quoi. Mais c'est pas une des plus faciles, c'est vrai. Là, je continue mes périples, et là j'étais donc dans les Ardennes belges, avec mon ami Bernard Claes, qui m'a amené cette petite espèce. Enfin, on était ensemble sur le terrain, et c'était sur un érable. Une espèce qui ne dépasse pas, les gros exemplaires font moins d'1 centimètre. Quand ça pousse, c'est tout petit comme en haut, là, ils sont jaunes citrins. Et puis, on voit les exemplaires du bas, là, qui sont colorés d'une espèce de brun rosé. Donc, bon, ça fait penser à quel genre, je ne sais pas, vous diriez quel genre là-dessus. Avec des lames un peu roses, crépidote, oui, crépidotus. Moi, j'aurais dit aussi crépidotus. Mais donc, on a passé ça au microscope en rentrant, évidemment, surtout qu'il y avait mon ami Pierrot qui est à côté de moi au microscope, et puis qui est quand même un peu spécialiste des petits champignons, des crépidotes et des Rhizopinatus. Il m'a dit, on va regarder les spores et on aura vite la réponse. Effectivement, il y a des spores globuleuses qui font 5 microns à tout casser. Et donc, on arrive tout de suite à cette petite crépidote qui s'appelle Carpathicus. Alors bon, j'ai regardé un petit peu dans la doc, hein, c'est pas une espèce qui est très commune, hein. Moi perso, je connais pas de récolte française de ce Carpathicus, mais bon, il y en a sans doute, hein. Mais c'est pas une espèce qui est courante. Mais macroscopiquement, quand on l'a vu une fois, surtout quand on a les petits exemplaires jaunes citrins, là, je pense qu'elle est assez facile à décrire. Il n'y a pas grand-chose qui ressemble à ça, quoi. Alors toujours en Belgique. Mais donc là, on est dans les épicéas, les Ardennes belges, donc sous épicéas en terrain acide. Alors ce champignon, pour ceux qui viendront dans le Cantal, au congrès de la SMF, regardez-le bien parce que vous allez trouver dans le Cantal des épicéas sur terrain acide et vous allez retrouver cette pésise qui est stipitée, donc qui s'appelle une Otidea, et c'est Otidena leporina. Donc on l'a déjà trouvé dans le Cantal. Là, dans le même biotope, je la retrouve en Belgique. Donc elle est assez jolie, hein, des couleurs chaudes, marron-rouge, assez stable en fait. C'est-à-dire qu'on la trouve, enfin, toutes les récoltes que j'ai vues, moi, c'est exactement cette couleur-là. Elle est stable dans ses couleurs, elle décolore pas trop. Et donc, une jolie petite Otidea. Alors là, on vient un peu en Île-de-France. Je voulais vous montrer cette Russul, donc qui vient en été, qui est dans le groupe de Densifolia, sauf que Densifolia est rosissante, et celle-ci noircit directement. Par rapport aux feuilles, vous voyez que c'est quand même une petite espèce. Alors, elle est dans Romagnésie. Romagnésie, bon, on n'était pas trop sûr au départ, et puis a repris quand même cette espèce qui avait été décrite avant lui. Et il avait remarqué qu'elle noircissait sans rosir, donc qu'elle était petite et qu'elle avait des petites spores. Il y a des spores qui ne dépassent pas 7 microns. Donc il s'était dit, ouais, c'est une bonne espèce. Bon, c'est pas Densifolia parce que elle ne rougit pas, pour moi, elle n'a pas la même odeur non plus. Et donc cette Russul s'appelle Densissima. Alors Sanary l'a pas
l'a pas retrouvé, c'est-à-dire qu'il en parle en note, mais il l'a pas retrouvé. Par contre, il a décrit une russule qui s'appelle Fuliginosa, qui a les mêmes caractéristiques, qui est plus grosse, mais qui ne rosit pas, qui noircit directement, et qui a à peu près un peu la même tête, hein, qui peut être relativement blanc-gris comme ça au départ, souvent avec des dimensions supérieures. Et la différence entre les deux, je vous ai dit que Densissima avait une petite spore, Fuliginosa, une spore au-dessus de 7 microns, c'est-à-dire de 7 à 8,5, presque jusqu'à 9 microns. Et donc on trouve les deux chez nous. Je pense que peut-être dans la même journée, j'ai trouvé les deux à Villefermois en particulier. C'est-à-dire qu'on peut trouver les deux, et la différence la plus évidente, c'est la différence de dimension sporale. Ici, on va changer un peu les champignons à lamelles pour vous présenter un Gastéromycète qu'on trouve dans la région. Hein. Donc, il a un pied qui est un petit peu stipité, comme on peut le voir sur la gauche, là. Donc, ça fait penser au très commun Scléroderma verrucosum. Mais ici, la spore est réticulée, comme va nous le montrer Patrice. Voilà, donc voilà une spore, vous voyez qu'elle est bien réticulée, alors que la spore est normalement épineuse dans tous les sclérodermes. Sauf, alors il y en a un autre qui a une spore réticulée comme ça, c'est Meridionale. Le Meridionale vient en bord de mer, il est beaucoup plus jaune, et puis s'ouvre en étoile, donc ce qui n'est pas du tout le cas de celui-ci ici. Alors ce Bovista, en fait, on le trouve ici, hein, assez couramment. Il suffit de regarder la spore et puis on est fixé. Et puis verrucosum, quand on le frotte un peu, il risque de rosir un petit peu plus que celui-ci. Alors là, un champignon, il y a un pied normalement, le pied est toujours envahi de mousse, alors c'est un petit peu embêtant. Donc vous avez un exemplaire couché à gauche et puis l'autre in situ, là donc un champignon qui est tout blanc, on voit qu'il se salit, hein, il est bosselé, dès qu'on le touche un peu, il se salit. À gauche aussi, c'est blanc au départ, puis ça devient grisâtre. Alors j'ai pas fait un gros plan, mais ce sont des petits pics, hein, des petits plis d'eau. On est dans la famille des Ignaceae, les ignes. Et donc ce champignon qui est tout blanc, eh bien, il va commencer à noircir par le centre, comme on peut le voir sur l'exemplaire de gauche, là. La marge va rester blanche, et quand on le retourne aussi, on voit qu'il grisonne, et puis la marge reste blanche. Alors au bout d'un moment, il grisonne plus, il noircit franchement, en ayant toujours cette marge blanche, et vous voyez que le dessous, donc à gauche aussi, a bien foncé, et donc là, il ressemble presque à un champignon plus commun qu'on appelle Phélodon niger, hein, un truc qui est relativement noir, mais qui n'a pas cette marge blanche. Et ici, c'est aussi un phélodon qui s'appelle Phélodon melaleucus, donc mela noir, leucus blanc, donc c'est le phélodon noir et blanc. Donc il venait de la sous-feuillure, on est en forêt de Fontainebleau. Alors, il y a certains qui confondent les phélodons et les hypnélums, par exemple, hein, c'est deux genres très proches. Dans les phélodons, la spore est blanche. Dans les hypnélums, la spore est colorée. Dans les phélodons, souvent, on a une odeur de magie, hein, une odeur un peu, vous voyez, je sais pas comment on peut dire, de bouillon magie, la fenugrec, alors que c'est pas le cas dans les hypnélums. Et puis ici, dans les phélodons, on a une spore qui est toute petite, une spore qui est en dessous de 4 microns et demi, alors qu'elle est supérieure à 5 microns dans les hypnélums. Donc voilà pour ce phélodon melaleucus. Là, on change de couleur, ça pète. C'était en Seine-et-Marne, sur un terrain relativement neutre au niveau du pH. Donc il y avait ces deux jeunes exemplaires de bolets qui étaient reliés. Et on s'aperçoit qu'il y a un petit peu de rougeâtre au niveau du pied. C'est que ce champignon bleuit très fort. Et donc, dès qu'on le touche, il va bleuir, rougir après. Ici, vous voyez que sur la coupe, bon, c'est pas la peine d'en rajouter, hein, ça bleuit, noircit fort.
La couleur des pores était plus jaune au départ, et puis là, vous voyez qu'il commence un petit peu à devenir un petit peu orangé, les pores. Hein. Donc, ben, ça va évoluer, effectivement. Tout champignon, après avoir bleui, va rougir, et on va se retrouver... Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est sur la cuticule, qui est pas lisse, elle est grumeleuse, un petit peu, on dit en peau de crapaud. Donc, on est dans le groupe de Boletus rhodopurpureus, qu'on appelle maintenant impérator, merci Pierre Arthur et compagnie, donc le nouveau genre impérator, et donc ici c'est la forme xanthopurpureus, c'est-à-dire la forme jaune de rhodopurpureus. Alors il ne va pas rester jaune toute sa vie, hein, comme je vous l'ai dit, il va évoluer vers, pas tout à fait un rhodopurpureus, hein, qui est rougeâtre, même des fois violacé, mais il va quand même prendre des couleurs, il ne va pas rester jaune comme ça, il va quand même un petit peu devenir orangé, rougeâtre. C'est une belle espèce hein, quand on trouve ça. Ici, donc, on monte un peu, on se retrouve dans les Pyrénées, à 1500 mètres d'altitude. Et donc, on était aux journées de la Confédération européenne de mycologie. Et donc, quelqu'un m'apporte 2 ou 3 spécimens de ce joli champignon. Et je lui dis, oh là là, mais t'as trouvé ça où? Ben, c'est pas loin d'ici. Ben, je dis, je voudrais bien le voir in situ, donc on n'était pas très loin. Et donc en bord de route, sous des pins accrochés, il y avait ce champignon qui ressemblait fort à un clitocyte, ma foi. Mais quand on m'a dit c'est quoi son nom, ben, je dis écoute, je pense à 2-3 espèces, mais je ne sais pas exactement laquelle c'est. Et je te dirai ça une fois qu'on sera rentré et que j'aurai passé au microscope. Effectivement, bon, c'est un champignon qui n'est pas très commun. Encore qui a été rebaptisé, on peut donner le nom maintenant, un Bonomyces arnoldi. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Oui, alors c'était un clitocybe avant, et les clitocybes, comme la plupart des genres, ont été divisés en plusieurs genres. Encore une bonne idée de nos amis Pierre Arthur et puis de nos amis italiens. Donc on crée ce genre Bonomyces il y a environ 5-6 ans, ouais, je crois que c'était en 2018. Et donc Arnoldi, ça vient d'où? Eh bien, ce champignon, certains d'entre vous le connaissiez déjà parce qu'on l'appelait Clitocibé sinopica. Et donc ce champignon qu'on trouve souvent sur charbonnière a été rebaptisé, bon, un peu grâce à la biologie moléculaire évidemment, sachant que le sinopica serait très rare en France. Et donc ça serait plutôt Arnoldi qu'on trouverait. Alors, pourquoi Arnoldi? Parce qu'il y avait un Clitocybe sinopica, il y avait une variété Arnoldi de Clitocybe sinopica. Donc, ils ont pris la variété qu'ils ont élevée au nom de l'espèce. Et donc, celui-ci se reconnaît par des lames qui sont très blanches au départ, et puis un chapeau qui est très squamuleux, d'une rouge orangée vraiment sur le terrain, ça crache, quoi. C'est vraiment très, très, très joli. Alors, celui-là est donc pelucheux sur le chapeau, alors que le vrai sinopica est lisse et les lames sont crème dès le départ. Donc voilà, donc si vous trouvez ce clitocybe, eh bien pensez que ça sera plutôt Arnoldi que sinopica. Par contre, dans l'article en question où il crée ce genre, il ne parle pas trop du nombre de récoltes de sinopica en France et tout. Apparemment, il serait commun plutôt en Scandinavie, peut-être même dans le sud de l'Europe, et pas trop en France. Donc là, à voir, là, j'avoue que j'ai pas assez de données. J'ai 1 ou 2 photos de sinopica, mais qui sont peut-être des Arnoldi, il faudrait que je les reprenne maintenant. Alors ici, on change de coin, on est à Bélem, et donc on est près de l'étang de la Herse, que certains évidemment connaissent par cœur. Et donc c'est un endroit très humide, de moins en moins malheureusement, parce que il paraît qu'il y a un office national qui coupe des arbres, et donc dans cet endroit-là où il y avait des sphènes magnifiques, malheureusement les sphènes commencent à manquer. Là on voit qu'il y a quand même des mousses hygrophiles. Là j'étais le long d'un petit ruisseau et j'avais trouvé plusieurs antholomes. Là vous voyez un antholome avec des lames roses, et puis le dessus qui est tout rose aussi, un petit peu squamuleux, c'est une vraiment belle espèce. Après, ce rose devient un petit peu au disque, un petit peu au crassé. Mais là, d'habitude, on le trouve par 1 ou 2. Et à Bélem, Maxime doit s'en rappeler, Marcel Bon, depuis 40 ans, on le trouve, et on le trouve quasiment tout le temps, quoi. Assez souvent, du moins.
Mais là, il y en avait au moins une trentaine le long du ruisseau, à tel point que j'ai croisé Guillaume et Sartier 10 minutes après. Je lui ai dit, il dit, ouais. J'ai dit oui, j'ai à peu près 6 ou 7 entolobes. Et il dit, je voudrais faire la photo de Keleti. Ben, je dis, c'est par là, tu vas trouver, il y en a au moins une trentaine. Donc il y en avait beaucoup. Donc il s'appelle Entoloma Keleti. Alors en région parisienne, j'ai trouvé une fois, il y a très longtemps, c'était à Coix-la-Forêt. Parce qu'il y a des endroits humides où Romagnésie allait. Et donc, j'avais fait une récolte en Ile-de-France. Ici, je ne l'ai pas vu arriver à la SMF. Hein. Je pense que c'est une espèce qui est rare. Hein. Mais à Belém, pas trop. Bah, toujours à Belém, hein, dans les endroits humides, là, comme je vous l'ai dit, il y a des sphènes qui sont pas loin. Et vous avez reconnu sans doute un hygrocybe. Donc cet hygrocybe est squamuleux sur le chapeau. On voit des petites squames qui sont concolores au chapeau, donc orangé, rougeâtre. Donc on est dans la section des squamulosinés. Hein. Alors il y en a un qu'on trouve assez fréquemment chez nous, en terrain relativement calcaire, c'est hygrocybé miniata. Donc on est dans la même section, sauf que miniata n'a pas des lames, sauf dans une variété. Mais en général, miniata n'a pas des lames si décurrentes que ça. Et ici, c'est plutôt à comparer, vu de biotope, avec certains qui s'appellent Torunda, par exemple, qui a des squames qui sont un peu discolores. Et surtout, il y a Coccineo crenata, qui a vraiment des lames décurrentes, comme cela. Et par contre, il y a des squames sur le chapeau qui sont marron noirâtres, donc qui poussent vraiment au milieu des sphènes. Ici, c'est hygrocybé lepida, qu'on a appelé avant Cantarella. Hein. Et maintenant, il s'appelle l'épida. Donc c'est une belle petite espèce hein, qui est bon dans les endroits humides, en montagne. En montagne, quand on est en collinéen montagnard, il est plus répandu parce qu'il y a vraiment des endroits humides. S'il y a des sphènes, il se plaît bien à ces endroits-là. Alors, voilà un champignon emblématique. Ceux qui viendront dans le Cantal, au congrès de la SMF, ont des chances de voir cette espèce qui vient du Cantal. Donc on a une station qui donne, j'allais dire abondamment. Allez, on en a quand même trouvé plusieurs, hein, et plusieurs fois et plusieurs années. Donc ce champignon fait partie des lépiotes, les lames sont libres, mais les lépiotes d'habitude ont des lames blanches, et ici les lames sont colorées, hein, d'un bleu verdâtre, vraiment magnifique. Des fois ça peut être d'un vert sensationnel. Voilà, donc bon, ce champignon, quand on l'a vu une fois, on le connaît. Il s'appelle Mélanophyllum. Hein, pour mélano, ça veut dire foncé. Bon, ce sont des lames foncées, évidemment. Donc dans ce groupe-là, dans ce genre-là, il y a deux espèces. Une qui a des lames qui sont bleues, verdâtres, comme ça, et l'autre qui a des lames qui sont rouges, et qui s'appelle Mélanophyllum hématospermum. Donc voilà, donc le chapeau est farineux, hein, il y a des sphères aussi sur le chapeau. Bon voilà, je crois qu'une fois qu'on l'a vu, on n'a pas besoin de passer au microscope. Hein, il n'y a pas de champignon qui ressemble à cet éréi. Encore une lépiote qui était à peu près pas très loin de la précédente. Là, on est toujours dans le Cantal. Donc avec un chapeau, on peut dire pulvérulent. En fait, mais c'est pas Pulverulentus, parce qu'il y a une lépiote qui s'appelle Pulverulentus, mais ici on voit en fait que les éléments du chapeau ont tendance à tomber. Vous voyez, quand un champignon pousse ou quand il y a un coup de vent ou un insecte qui vient dessus, en fait il y a des sphérocystes sur le chapeau, ce qui n'est pas le cas de l'Epiota pulverulenta. Et donc ici, ces sphérocystes font en sorte que s'il pleut un peu, ben, le chapeau va complètement perdre tout son voile. Alors, bon, pour ceux qui connaissent un peu les lépiotes, c'est facile. Pour les autres, c'est quand même moins facile parce que c'est pas une espèce très répandue. Vous voyez qu'on a gratté le pied là, de l'exemplaire qui est couché, là. Il n'a pas du tout rosi parce que donc cette espèce s'appelle Lepiota cystolepiota, parce que il y a des sphérocystes sur le chapeau, donc on est dans le groupe des cystolepiota adulterina. Alors je dis qu'on a gratté effectivement parce qu'il y a une variété qui s'appelle Reddy, qui devient rose et rouge, et on peut aussi la confondre avec une autre espèce peut-être plus difficile à reconnaître, qui s'appelle Cystolepiota ethyri, qui rougit assez fortement. Mais je pense que déjà en arrivant dans la forêt, moi je dirais ce que c'est, parce que ethyri vient vraiment en terrain calcaire, et celle-ci vient plutôt en terrain acide, comme c'est le cas dans le Cantal.
Là, nous sommes à Haguenau, donc au congrès de la SMF à Haguenau. Et donc, le premier jour, donc, on fait une sortie dans un bois qui était sec comme pas possible, dans un cimetière de pins. C'est-à-dire que tous les pins, tous les pinus étaient tombés, enfin pas tous, mais une grande partie était à terre. Et c'était un peu apocalypsoïde comme biotope. Ça faisait presque peur quoi, de voir des arbres. Alors c'était interdit au public, oui, parce que de temps en temps, pouf, il y avait un arbre qui tombait, évidemment. Donc nous, on est allés là-dedans. L'ONF nous a guidés dans cette forêt. Et donc là, on voit ce qui a couché. C'est un arbre, donc c'est un pin, vous voyez, qui est très dégradé. Et donc, comme il avait plu 8 ou 10 jours auparavant, eh bien, ce tronc couché avait retenu l'humidité. Et c'est vraiment presque en dessous, enfin sur le tronc, dans la sûre, que j'ai trouvé ces petites omphales très sympathiques et pas très communes pour nous qui habitons la plaine, parce que c'est un champignon qu'on trouve, je dirais pas facilement, mais qui se trouve quand on est en collinéen montagnard, mais que je n'ai jamais vu en plaine. Donc on est dans les omphales, on est même dans les xéromphalina, et celle-ci s'appelle campanella. Alors elle a un sosie qui s'appelle coticinalis et qui est amère. Donc là je l'ai goûté, celle-ci était complètement douce, donc après c'était même plus la peine de faire le microscope, quasiment, parce que le fait qu'elle soit complètement douce éliminait donc son sosie, un sosie complet. Hein. Franchement, l'autre espèce lui ressemble comme deux gouttes d'eau, vient aussi en conifère de montagne. Alors, vous voyez, des lames qui sont bien décurrentes, un pied qui est rosé rougeâtre, et puis qui va finir noir. Donc, le centre est vraiment biliqué. C'est une belle petite espèce, hein, c'est pas gros. Le chapeau, il fait 1 cm, 2 cm maximum. Alors, toujours à Haguenau, là, on était dans un terrain un peu plus humide, qui était très riche en divers feuillus. Il y avait même des pins plus loin, mais là, on avait du hêtre. Là, on voit une feuille de hêtre, je pense. Il y avait des aunes, il y avait des bouleaux, il y avait enfin, vraiment un mélange d'arbres pas possible. Et j'ai trouvé ce champignon-là, jaune, vraiment sur un arbre pourrissant, et ça tenait plus beaucoup là au niveau du tronc couché là. Et puis avec des lames très très décurantes, nombreuses. J'avais aucune idée. Je voyais que le champignon avait tendance un peu à rosir, à devenir un petit peu marron. Et puis quand je l'ai touché, je me suis dit tiens, la cuticule a l'air gélatineuse. Donc j'ai une petite idée déjà du genre. Et donc à la micro, on peut voir donc ces cystides hein, qui sont méthuloïdes. Hein, pour ceux qui étudient les inocydes, bon, je sais qu'il n'y a personne qui étudie les inocydes ici, mais il n'y en a qu'un, il est là. Mais on va trouver ce genre de cystides avec des parois très épaisses. Et puis en haut, il y a des cristaux. Hein, donc voilà, avec ces formes un petit peu bizarres, on ne trouve pas ces formes-là dans les inocydes. Pas trop la forme du bas, en tout cas dans les inocydes, on ne va pas la trouver. Et là, bon, ça signe un genre qui est le genre Oenbuelia. Donc on est dans les Pleurotacées, la famille des Pleurotacées, hein, avec des sporées blanches. Et donc cette cuticule gélatineuse, hein, qu'on ne va pas trouver dans les pleurotes, qu'on va trouver même pas dans les crépidotes, sinon une seule ou deux crépidotes qui ont une couche gélatineuse comme ça dessus, avec cette couleur jaunâtre. Hein, donc c'est une espèce pas très commune, alors qui s'appelle Wilhelmi. Peut-être que pas grand monde connaît ce nom-là. C'est un nom qui a été redonné par Consiglio et Setti, qui ont fait une monographie sur les Oenbuelia et Resupinatus il y a 5-6 ans. Et donc cette espèce s'appelait Angustata avant, hein, Oenbuelia angustata, sauf que bon, pour faire leur monographie, ils ont tout étudié en biologie moléculaire évidemment, et ils se sont aperçus que Angustata, qui est une espèce américaine, eh bien c'était pas l'espèce, encore une fois, c'était pas la même que l'européenne. Et donc l'espèce européenne qu'on appelait Angustata a dû être renommée du nom du fameux Wilhelm, que je ne connais pas. Donc on a redonné un nom donc à cette espèce européenne. Wilhelm, je ne sais pas.
Donc voilà, on parlait de Guillaume, oui, bah, Guillaume Radke à Haguenau avait trouvé cette petite russule, évidemment. Personne n'avait trouvé de russule, mais lui, comme il s'intéresse aux russules, bah, il avait trouvé cette petite russule. Donc il nous a ramené ces belles petites russules. Petites, hein, je dis, c'est-à-dire que le chapeau fait 3-4 cm, c'est pas gros. La spore, vous voyez, on n'est pas tout à fait à jaune, là, hein, on est dans les ocres, au maximum des ocres. Au code de Romagnésie, on dirait 3D, hein, c'est-à-dire au maximum des ocres, mais pas tout à fait au jaune encore. Elle est douce, et donc, vous voyez, la cuticule, elle est facile à finalement à reconnaître, cette petite russule, là, parce qu'elle est toute craquelée, cette cuticule. C'est assez particulier, hein, chez les russules, de voir une cuticule comme ça, toute craquelée. Et en fait, c'est dû à la structure de la cuticule. Hein, d'habitude, on dit toujours que les russules ont une chair qui est grumeuse, c'est-à-dire avec des sphérocites, des cellules allongées, alors qu'ici, on a des cellules qui sont, comme disait Marcel Bon, en forme de puzzle. C'est-à-dire des cellules qui ne sont pas rondes, qui ne sont pas allongées, mais qui sont un petit peu bosselées, un petit peu mal foutues. Et ce qui donne donc cet aspect donc à la cuticule, en fait. Alors, au microscope, on a des petites, non pas petites, on a des spores normales, hein, 7, 8, 8,5, qui sont piquetées, hein, qui sont pas reliées du tout. Voilà, et cette petite lépiote, petite russule qui s'appelle Melzeri, pousse, je pense, associée uniquement au hêtre. C'est-à-dire que dans toutes les stations où j'ai pu la voir, il y avait toujours du hêtre. Je pense qu'elle est vraiment inféodée au hêtre. Donc ça, c'est aussi un critère de détermination. Alors là, on revient en Essonne, et j'étais sur mes terrains calcaires préférés, où la roche calcaire affleure. On est sur un terrain sablonneux, caillouteux, malaisé, comme disait, non, je m'arrête là. Mais voilà, donc on est dans les sables caillouteux. Et j'ai trouvé cette petite omphale qui pousse un petit peu marron, mais noircit très vite. Alors il y a un caractère, bon, c'est une omphale, hein, donc on voit qu'elle est creusée au centre. Et vous voyez, entre les lamelles et le pied, il y a une espèce de faux anneau bizarre, mais qui se trouve sur tous les exemplaires. Donc c'est un bon caractère. C'est une espèce très rare, dont une microscopie assez intéressante. Hein. Il y a une spore qui est un peu bolétoïde, une spore allongée. Et ici, vous avez les cystides qui poussent sur le pied. Donc en haut, vous avez les ifs du pied. Et là, ce sont ce qu'on appelle les colocystides, c'est-à-dire les cystides qui poussent sur le pied. Donc vous voyez qu'ils sont très noirs sous le microscope, avec une paroi très très noire. Et donc on trouve donc ces éléments-là sur cette omphale qui s'appelle... Alors oui, ici simplement pour montrer la différence, vous voyez le jeune exemplaire, la couleur qu'il a, et ça finit comme à droite, là, elles finissent quasiment toutes noires, d'où son nom en fait, Melanophalea nigrescens, nigrescens ça veut dire qui devient noir, et mélanon noir, donc c'est une omphale noire. Alors j'ai écrit en noir parce que tout était noir là-dedans, mais ça se voit pas trop bien, enfin. C'était pour rester dans le ton. Oui, alors je pense que le nombre des récoltes françaises doit se compter sur les deux mains, je pense. Hein. Il y a moins de 10 récoltes. Notre ami Tanchot l'avait récolté il y a quelques années, il disait que c'était la 4e ou 5e récolte. Donc, Boisselet a été le premier à publier dans le bulletin de la SMF. Maxime, tu te rappelles, il y a 15 ans 15-20 ans peut-être. Oui. Il avait trouvé sur le port du côté de Lorient, du côté de chez lui. Ah, je ne vous ai pas mis de cortinaire, j'ai dit quand même je vais mettre un cortinaire. Alors, il semble pas trop facile, mais sur le terrain, il est facile à reconnaître. C'est un cortinaire, donc vous voyez qu'il y a un gélin important sur le chapeau, et néanmoins, il est hygrophale. C'est quand même assez bizarre, on pourrait se dire que, étant donné qu'il y a un gélin important, l'hygrométrie est préservée au niveau du chapeau, mais non, il est très hygrophale. Bon, après, ce gélin, évidemment, va disparaître. On voit un pied blanchâtre avec un bulbe qui est marginé même. Et alors, ce qui est important à voir, c'est les lamelles. Les lamelles sont claires au départ, mais le caractère important,
qu'on ne peut pas trop voir ici, mais vous allez me croire, c'est que l'arête est toute bleue. L'arête est bleutée. Et donc, quand je l'ai vu sur le terrain, j'ai dit, je sais ce que c'est, parce que je l'avais trouvé déjà en forêt de Sénart en 2006, et donc il figure dans les parses, si je me rappelle bien, c'est parse numéro 17 de nos amis Bidot et Renaud, un petit coup d'œil à eux, de là-haut ils nous regardent, je pense. Et donc, ce cordinaire s'appelle maintenant Phlegmatium, puisque vous savez que les cordinaires aussi ont été divisés, et donc le genre Phlegmatium était un sous-genre avant, maintenant est un genre à part entière, et il s'était appelé Viridicéruleus, et maintenant il faut l'appeler Viridoceruleum. Voilà, donc oui, ça semble compliqué comme ça. Ce champignon a été décrit par Chevassus sous chêne vert. Donc, quand j'avais fait ma récolte à Sénart en 2006, je pense qu'il n'était pas très connu sous chêne, même pas, c'est pas des chênes pubescents, même j'étais sur calcaire, hein, donc sur un sol quand même chaud, mais je me rappelle que Renaud et Bidot avaient été surpris de le voir monter si haut que ça. Du reste, ils en avaient fait une variété, parce qu'il était marron, donc, mais celui-là est typique de la couleur de ceux qu'on trouve sous les chênes verts. Donc, est-ce que c'est dû au réchauffement climatique, ou est-ce qu'il existait déjà sous les chênes pubescents ou les chênes en terrain calcaire? Je ne sais pas le dire. Et alors là, on arrive un peu en fin de saison. Hein. J'avais trouvé ces champignons avec une couleur assez sympathique. Alors des fois on dit que ça reflète le bleu du ciel. Non, parce que là le ciel était complètement couvert, on était au mois de décembre, donc c'était tout gris. Mais il poussait comme ça en fait. Alors quand vous êtes observateur, vous voyez qu'en bas à droite, là, il y en a un qui est bien vert, là, un petit peu enfoncé. En haut, là, on en voit deux qui sont bien verts aussi. Et après, très vite, il prenait cette couleur bleu violacé. Donc vous avez quand même reconnu l'Hygrophore psittacinus, qui maintenant se classe dans le genre Gliophorus. Hein, sans doute qu'il est gras sur le dessus. Mais cette couleur est assez inhabituelle. Hein. Souvent, ils sont évidemment verts. Des fois, on les voit tout jaunes. Des fois, on les voit marrons. Des fois, quand ils ont pris un coup de gel, ils sont rosés sur le chapeau, tout rose. Hein. Et puis là, cette couleur bleutée, bleu violacé, j'avoue, je me suis dit, bon, ça devrait faire une photo un peu marrante, parce que c'est pas une couleur très habituelle. Et voilà, donc les champignons à terre sont terminés souvent en fin de saison, au mois de décembre. Si on lève la tête et qu'on regarde dans les arbres moussus, on trouve des champignons jusqu'au gelé, même quand il a gelé, souvent, quand ils sont un peu cachés. Le problème, c'est qu'ils ont tendance à pousser à 2 mètres de hauteur à l'endroit de formation des branches. Là où les branches, souvent, font un U ou un V. Et donc, on trouve ces petites mycènes, dites mycènes corticoles. En fait, elles poussent plutôt sur la mousse que sur l'écorce. Et donc, macroscopiquement, alors là, le chapeau, ça fait un demi-centimètre. Hein. C'est pas gros. Hein. Mais souvent, l'avantage, c'est que vous en voyez plusieurs. Hein. Ça pousse souvent, il peut y en avoir des dizaines. Hein. Et donc, souvent, sans microscopie, c'est pas facile. Hein. Même moi qui les ai vus souvent, des fois, j'hésite quand même avec 2 ou 3 espèces. Alors, la microscopie est parlante, c'est-à-dire qu'on a des spores ici qui sont globuleuses, quasiment rondes, et surtout, aussi bien sur la cuticule que sur les lamelles, on a ces cystides, hein, piriformes, hein, en forme de poire, et avec des toutes petites excroissances par dizaines. Donc, voilà, ça signe l'espèce qui s'appelle Mycena corinephora. Alors, évidemment, il y a 2 espèces qui ressemblent, hein, avec des spores rondes. Il y en a une qui s'appelle Mycena alba, qui peut pousser au même endroit. Hein. Alors, c'est souvent sur des feuillus. Moi, dans ma rue, j'ai des érables. Il y en a tout le long. C'est des érables qui ont à peu près une trentaine d'années. Il y en a tout le long de la rue. J'en trouve tout l'hiver. Et j'ai 7 ou 8 espèces dans ma rue. Pas besoin d'aller loin. Par contre, si vous avez des tilleuls aussi, le tilleul est très bon pour les mycènes corticoles. Les chênes un peu, mais pas trop. Après, vous n'allez pas en trouver sur les charmes, par exemple. J'en ai jamais vu sur charme, mais on peut en trouver sur robinier aussi. Donc, voilà, il faut passer au microscope quand même pour en être sûr, mais c'est toujours intéressant. Alors, il y en a qui sont colorés aussi, hein. Il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont violettes. Donc, ces petites mycènes corticoles sont sympas, surtout, souvent on les trouve, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus beaucoup de champignons à terre, et donc il faut penser à lever un peu la tête. Voilà, je vous remercie.